bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Applicable Avocat et nous avons la grande joie aujourd'hui d'accueillir deux legal designers de talent. Vous devez être trois à l'origine, mais Siem, pour des motifs personnels, ne peut pas être avec nous, mais je sais qu'elle est avec nous par la pensée et nous aussi avec elle. Et ça sera un prétexte pour organiser un quatrième webinaire sur le legal design, puisqu'on en a déjà fait deux avec Mel, et qu'à chaque fois, ces webinaires rencontrent énormément de succès. Il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Vraiment, merci. C'est super de recevoir autant de monde. Et en plus, aujourd'hui, on est worldwide, puisque Camille nous vient de Belgique. Je voulais dire un petit mot d'accueil chacune. Après, je reprends la parole. Ça vous va? Parfait. Tu veux qu'on se présente peut-être brièvement comme ça? Vas-y, ouais, voilà. Ok, parfait. Je vais commencer. Moi, c'est Mel. Alors, je suis illustratrice et legal designer. Donc, je viens pas du droit à la base, ce que j'expliquais tout à l'heure pour ceux qui étaient là en avance. J'ai commencé en faisant de la vulgarisation graphique auprès de scientifiques et au final, je suis tombée dans le droit parce qu'il y avait des besoins. C'est là que j'ai découvert le legal design et j'ai adoré. C'est vraiment super chouette. Et depuis, je travaille sur des infographies, des contrats, refonte de contrats. Enfin voilà, il y a plein d'applications différents et le but, c'est de proposer un service qui soit clair pour des personnes non juristes principalement. Voilà, je te laisse la main, Camille. Du coup, moi, je m'appelle Camille et je viens de Belgique. Je travaille dans le service public, essentiellement en Wallonie, pour ceux qui connaissent. Mais je travaille avec tous les services publics francophones et toutes les entités qui gravitent autour. Donc, je suis juriste de formation. Pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, je fais une petite blague redite, mais je suis aussi fiscaliste. Donc, j'ai poussé le vice un peu plus loin. Et je suis tombée dans le legal design parce que mon côté préféré en fait, du droit est de pouvoir le rendre clair. Et le legal design était tout désigné avant de pouvoir l'implémenter dans le service public. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Je vous propose, d'accord avec mes confrères, de vous faire une rapide présentation d'Applicable, qui nous sommes, ce que nous faisons. Il y a pour moi un vrai continuum entre ce que l'on fait chez Applicable et vos activités à toutes les deux, puisque l'objectif que nous avons en commun, c'est de permettre aux justiciables, aux destinataires du droit, parfois malgré eux, mais toujours destinataires, en tout cas presque usagers du droit, de comprendre ce qui leur arrive, ce qui se passe. Et donc, c'est un peu une des missions de l'avocat de faire comprendre à son client où en est sa procédure, quels sont les tenants, les aboutissants, les étapes à venir. Mais c'est aussi pour nous, avocats, une activité super chronophage. Donc, en créant des process, des modèles qu'on va découvrir dans la petite présentation en cours, on a configuré Applicable pour que les avocats transmettent beaucoup d'informations à leurs clients, une information claire, transparente, du langage juridique clair, sans que ça prenne de temps à l'avocat. Côté professionnel, on gagne en rentabilité, en sécurité. Et côté client, côté consommateur, on a une expérience client qui est très qualitative. Et donc, on va voir sur la slide d'après, un peu, je vous montre comment les coulisses, comment ça fonctionne. Bon, voilà, ça c'était le petit mot d'introduction. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un avocat veut créer un dossier, comme ça apparaît sur l'image qui suit, l'avocat va choisir évidemment le nom du dossier, s'il n'y a pas de restriction de dommage, et surtout va aller chercher dans la bibliothèque des procédures et des process disponibles, celles dont il a besoin pour son dossier. Voilà, tout ça, c'est disponible et on enrichit en permanence cette bibliothèque grâce à nos amis avocats qui nous aident, grâce aux abonnés qui en créent, qui les partagent. Il y a un esprit de communauté qui se crée. Donc, on modélise au fur et à mesure le plus grand nombre de process et de procédures judiciaires. Et l'intérêt de cette modélisation, c'est ce qu'on va voir, c'est quand on a ouvert un dossier, la to-do list, c'est-à-dire l'intégralité de la liste des étapes, va s'afficher automatiquement. Alors, côté avocat, c'est super parce que ça permet de suivre. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est à faire? Et le client, il a lui-même, dans son espace personnel, accès à cette liste et au statut de chacune des étapes. L'expérience qui est reconstituée comme ça, c'est celle d'un achat en ligne. On a tous, toutes fait cette expérience-là. Quand on achète un bouquin sur une plateforme en ligne, on sait à n'importe quel moment, on peut suivre où en est le process de livraison, de fabrication, si c'est un objet sur mesure, etc. Et c'est cette expérience-là qu'on a recréée pour les clients des avocats abonnés. Et pour que l'avocat
continue non seulement transmettre à son client la liste des étapes, mais également des informations sur c'est quoi cette étape, en quoi elle consiste, quel sens elle a dans la procédure, qu'est-ce qui la précède et qu'est-ce qui la suit, eh ben, on accompagne nos avocats utilisateurs avec, pour chaque étape, un message type en langage juridique clair qui décortique tout le process au fur et à mesure, de sorte qu'en 2 clics, l'avocat envoie, vous voyez, là c'est une information qui est un message qui est assez long, qui est généralement scientifiquement juste, plus que généralement, toujours, c'est une exigence, mais qui est aussi compréhensible par un non-juriste. Donc, l'avocat abonné pousse beaucoup d'infos vers son client sans que lui, avocat, y consacre énormément de temps. Donc, il peut se consacrer à ce qui est sa plus-value, à la stratégie du dossier, etc. Et donc, pour compléter ce dispositif, vous allez voir par la suite, on a créé la possibilité pour l'avocat de transmettre des pièces à son client à travers une étape ou de manière autonome, pour le client de transmettre des pièces à son avocat. Et le dispositif se complète, comme on voit sur les images suivantes, par une messagerie. L'idée ici, c'est d'avoir un seul et même canal de communication entre l'avocat et son client. Parfois, voilà, on a créé des fonctionnalités hyper opérationnelles parce que parfois nos clients nous envoient des pièces c'est un peu désordonné, ils n'ont pas la même appétence que nous pour le legal design, pour l'organisation. Donc voilà, on a créé des fonctionnalités qui permettent à l'avocat de solliciter une pièce en particulier, de vérifier ensuite si c'est bien ce document-là qu'il a reçu, de créer du PDF, enfin un fichier au format PDF à partir des fichiers reçus du client, quel que soit le fichier d'origine, une image, etc. Et donc, on va vous montrer, voilà, on vous a montré quelques vues de la plateforme côté avocat et ici la messagerie qui fonctionne comme un chat, ce qui permet de centraliser tous les échanges avocat-client et d'assurer une parfaite traçabilité. Et là, on est côté client. Merci Mel pour la logistique, le back-office. Désolée, j'essaie de suivre. Non, mais n'hésite pas à me dire. Ouais. Merci beaucoup. Donc, côté client, quand le justiciable se connecte à l'interface que son avocat met à sa disposition, il a des infos sur le cabinet, par exemple un petit bouton prise de rendez-vous si l'avocat la connecte à un agenda en ligne. Pour cet été, on a ajouté une fonctionnalité qui permet à l'avocat, s'il le souhaite, d'afficher les dates de fermeture du cabinet, par exemple. Comme ça, le client a cette information, là aussi, de manière automatisée. Et ensuite, le client a accès au calendrier de son affaire. Donc, de manière autonome, il va pouvoir savoir où en est son dossier, parce que je crois que c'est la question que les avocats entendent le plus dans toute leur carrière, c'est où en est mon dossier. Donc, la réponse est là. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure sur la possibilité de suivre l'évolution de son dossier comme un achat en ligne, c'est ici. Donc, côté espace personnel, côté client, une liste d'étapes et le statut des étapes qui évoluent au fur et à mesure du déroulement, de l'avancement du dossier. On retrouve les fonctionnalités miroirs de transmission des dossiers. Donc ici, de l'avocat vers le client, ensuite du client vers l'avocat, avec au fur et à mesure que l'on demande des pièces ou que le client envoie des pièces, ça va être sur la slide d'après, voilà. On crée des rubriques. Le client ne peut pas envoyer des pièces comme ça un petit peu en désordre. Donc on cadre cette transmission de documents via la création de rubriques. C'est ultra simple. Il y a un bouton et ensuite vous créez la rubrique. Quand on l'explique de manière très simple, on dit en fait, vous créez un tiroir et vous glissez des fichiers à l'attention de votre avocat dans ce tiroir. Et puis évidemment, la messagerie en miroir, le fameux chat qui permet à l'avocat et à son client de partager des informations tout au long de la vie du dossier. Ça aussi, c'est assez précieux. Les emails, c'est super. J'en suis très, très consommatrice, très friande. Sauf que quand on a des dossiers qui ont plusieurs mois d'existence et parfois plusieurs années, ça devient compliqué de retrouver une information précise. Même les outils de tri ne sont pas toujours très, très efficaces, très faciles à manipuler. On ne peut pas non plus, enfin, c'est pas d'enregistrer chaque mail, de faire un PDF, d'aller l'enregistrer dans le dossier, etc. Donc, on a complètement abandonné la communication par email entre l'avocat et son client. Évidemment, on continue à échanger par mail avec les confrères notamment, mais le canal avocat-client, il ne passe plus que par la messagerie qui est propre au dossier. Et donc, ça permet, il y a une fonction de recherche, à l'avocat comme au client, d'aller rechercher en un seul clin d'œil
toutes les informations échangées à partir, dans le dossier, depuis la création du dossier jusqu'à sa clôture. Voilà. C'était un petit focus sur applicable parce que je trouve qu'on a la même envie, c'est-à-dire de partager notre savoir-faire, notre compétence avec nos clients. Et il y a plein de manières de le faire. Nous, on l'a fait avec des fonctionnalités, avec du langage juridique clair. Et donc, voilà, je vous laisse maintenant tout le temps de ce webinaire pour nous montrer d'autres façons de partager notre savoir-faire, notre compétence avec les clients du droit, entre guillemets. Tu es mutée, Camille, on t'entend pas. J'avais été trop pragmatique et je me suis dit que j'allais couper mon micro au cas où il y avait du bruit chez moi. Et merci du rappel, du coup. Je disais, merci à Ganaël pour l'envoi vers ma présentation. Donc ici, c'est un petit focus sur le secteur public. Et donc, moi, ce que je voulais vous partager, ce que Mel ira plus un petit peu dans les détails pour le privé, mais c'est vraiment une question de méthode, ici vraiment de posture du public et surtout d'écoute du terrain. Et donc, on va voir, le legal design, il est assez je pense, dans le public, donc ça date d'il y a 3 ans, plus ou moins. Tu peux passer à la suivante, si tu veux. Et donc, c'est un début qui était assez timide. Donc, moi, les premières réactions que j'ai reçues, donc c'était des réactions excessivement positives. Donc, c'est est-ce que tu souhaites dessiner le droit? On m'a proposé des crayons de couleur. On m'a dit, tu adores les BD? Et j'ai dit oui, effectivement, mais pas que, j'aime bien le droit aussi. Donc, globalement, en fait, le message, c'était de dire, en fait, ton expertise, c'est pas forcément quelque chose de sérieux. Donc, ça fait partie vraiment de cette posture qui va changer. Donc, ici, on va révolutionner un petit peu les pratiques. J'oserais même dire qu'on fait plus une évolution qu'une révolution parce que dans le public, on est en situation de monopole. Et donc, en fait, les usagers que vous appelez globalement des clients, en fait, n'ont simplement pas le choix de passer par l'administration. Et donc, si on est dans un service où on reçoit un courrier qui est stressant, on reçoit des échéances qui sont aussi stressantes, peut-être faire un récapitulatif sous forme de BD, c'est peut-être pas la pire des options. Et donc, de mission en mission, j'expliquais pour ceux qui étaient là, moi, mon premier kick-off, ça regroupait donc, le service public de Wallonie, c'est environ 10 000 agents qui sont divisés en 8 silos d'expertise. Donc, j'avais des représentants par silo. Et donc, à ce premier gros enjeu, on va dire, de mon métier il y a quelques années, c'était de présenter un petit peu l'expertise du legal design. Et donc, j'ai un monsieur excessivement sympathique qui m'expliquait pendant de très longues minutes, donc on est plus ou moins à 15 minutes, donc ce qui est énorme en début de kick-off, que le legal design, ça ne servait à rien, que c'était quand même pas très sérieux parce qu'on est quand même des juristes et monsieur était juriste fiscaliste. Et donc là, on est dans le niveau incroyable de connaissances. Et vous me permettrez la petite pique, je suis moi-même juriste et je suis moi-même fiscaliste en planification fiscale et successorale. Donc je pouvais me permettre ce petit tacle à monsieur qui a été assez étonné et qui s'est dit, un juriste fiscaliste qui fait des blagues, qui est cette petite personne? Et donc, ça a permis en fait aux autres participants d'exprimer leurs différentes craintes grâce à ce monsieur. Donc, en fait, c'était excessivement salutaire. Et donc, c'est ça que je parle beaucoup de posture et de méthode, parce qu'une des premières choses à faire, en tout cas dans les différentes missions, c'est vraiment d'apprendre à écouter et apprendre à être ouvert. Alors, la critique est nécessaire parce que c'est un changement de pratique. Et maintenant, à la fin de ce kick-off, on pose souvent maintenant est-ce que tu es dispo pour une prochaine mission? Et donc, j'ai réalisé beaucoup de missions qui ont été très, très intéressantes et avec à chaque fois des petites anecdotes que je vous livrerai au fur et à mesure des slides. Et maintenant, on a passé au niveau étoilé, comme vous le voyez, qui, quand est-ce que tu peux donner une formation pour mes équipes? Parce qu'en fait, elles sont hyper intéressées et elles ont envie de se former elles-mêmes pour ne plus devoir être sur la liste d'attente de tes prochaines missions. Donc, tu peux de nouveau, hop, là. On crée du suspense aussi en même temps, donc j'adore. Et donc, tout est construit, évidemment. Donc, en fait, le legal design dans le service public, c'est vraiment une démarche qui est transversale. Donc, c'est d'abord 3 éléments principaux. Donc, c'est de la gestion de projet, de l'accompagnement au changement, comme vous l'aurez compris, et de l'intelligence collective. Donc, la gestion de projet, donc c'est très important de pouvoir poser les bases avec un brief qui est complet. Donc, par exemple, dans une des
de mes dernières missions, on me sollicite pour 2 démarches urbanistiques. On me dit, tracasse, franchement, ça va vraiment aller, en 2 pages, c'est résumé. Je dis, super, c'est très ambitieux, une petite mission, on va mettre 1 semaine, super. La mission a pris 3 mois, au final, parce qu'en ayant fait le brief complet du projet, on se rend compte que les 2 démarches, en fait, sont à la fois codépendantes. Donc, c'est d'abord planifier un développement urbain pour ensuite le mettre en œuvre. Donc, c'est la démarche que je vous présenterai par la suite. Et en 2 pages, c'est pas du tout possible. Donc, on ne voyait pas, mais ce qui était tout à fait logique, puisque c'est de la formation en même temps, comment analyser la demande, comment savoir à qui ma demande s'adresse, identifier les objectifs de la communication. Et donc, toute cette analyse des attentes et des besoins fait vraiment partie intégrante du projet. Puisque au tout départ, on aura énormément de travail pour avoir notre fil de route, le fil rouge, et assurer la cohérence en fait, du projet, et surtout intégrer toutes les parties prenantes. Et ici, on avait l'équipe qui était très partante, on avait le directeur qui était également très partant, mais le N+2 n'avait pas été intégré, et ça c'est ce que j'ai appris par la suite, et c'était une erreur qui était salutaire, mais qui est maintenant devenue amusante. Lui était excessivement réfractaire. Et donc, la mission se finit, et ce N+2 va lire le guide qui fait désormais 35 pages, qui est très clair, qui est donné en formation, et en fait, lui trouve que c'est trop clair. Et donc, son expertise est un petit peu mise à mal, et donc ça en a mis du temps à comprendre. Et donc, il y a eu beaucoup de résistance au changement parce qu'on ne l'avait pas accompagné, en fait, dès le départ de la demande. D'où l'importance de faciliter les différents changements organisationnels, parce qu'on peut entendre les premières parties prenantes, les équipes, les directeurs, les différents usagers qui vont rentrer dans la démarche, donc les destinataires, la personne qui va appliquer en fait justement ces démarches urbanistiques. Mais effectivement, le N+2, moi je n'y avais pas pensé, les équipes n'y avaient pas pensé non plus. Et ce qui fait qu'il y a eu des réticences parce qu'on n'a pas pu les anticiper. Et donc, dans le brief du projet, c'est vraiment très important, mais ça, c'est des techniques de change, c'est de faire la cartographie de toutes les parties prenantes, même celles qui sont un petit peu plus éloignées. Comme ça nous permet de vraiment tout anticiper, de d'abord dialoguer et pas d'imposer en fait une démarche, même si elle est claire, même si tout le monde est excessivement content du résultat. À partir du moment où la personne n'a pas été impliquée, la posture devient un petit peu plus, on va dire, j'ai envie de dire bataille, mais on se dit, on me l'impose, j'ai pas forcément envie de le faire, et donc c'est vraiment de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et vraiment faire de l'écoute. Ce qui est important aussi, et c'est spécialement pour le public juridique, et je m'inclus dedans, c'est comprendre que faire une erreur, c'est OK, ça fait partie de la méthode de design thinking, puisqu'on peut toujours revenir en arrière. Et donc, c'est très chouette justement de faire des erreurs pendant le test, parce que quand on sera dans la vraie vie, les erreurs auront déjà été faites et on va diminuer les risques. Ce qui est important aussi, c'est faire à l'intelligence collective. Donc, quand je travaille une démarche dans le public, en général, on implique l'ensemble du service et ce n'est pas que des juristes. Et donc, on peut avoir Marilyn qui est vétérinaire à mi-temps et l'autre temps qui est vraiment vétérinaire. Donc, à la fois pour le privé, mais à la fois pour le public où il donne son expertise. Donc, tout ce qui est légal ne va pas forcément lui parler non plus. Et donc, c'est impliquer tous ces publics qui sont différents, qui ont des regards différents sur les démarches juridiques pour à la fois co-construire les différents documents et qui puissent s'approprier la méthode à leur niveau. Donc, ça permet d'analyser les processus, d'analyser les gaspillages, de voir les différentes pièces justificatives qui sont demandées, de voir leur importance et surtout que toutes les démarches soient claires pour toutes les parties prenantes à leur niveau. Donc, le vétérinaire ou le secrétaire ou le juriste ne vont pas intervenir au même moment, mais le regard de chacun sur le travail de l'autre est excessivement important. Ça permet vraiment d'inclure tout le monde et d'avoir un résultat qui convient à tous. Et surtout, et ça c'est le moment le plus important, mais c'est peut-être parce que je suis belge, c'est surtout célébrer le travail. Avec certaines équipes, on allait parfois boire un verre après pour se dire c'est super, on est hyper content du chemin parcouru. Et c'est comme ça aussi que le legal design dans le public c'est vraiment propagé parce que c'est une nouvelle méthode, c'est une méthode dans laquelle on a pris du plaisir, qui était avec des risques qui étaient limités, mais on célèbre aussi le travail parce que c'est pas que le travail du legal designer qui lui est garant du cadre, mais aussi c'est le travail des experts qui ont participé au contenu.
Donc, quelques tips, donc c'est pour résumer la slide précédente. Donc, comme je vous le disais, le cadrage est vraiment essentiel, c'est définir le périmètre d'intervention. Justement, avec mes vétérinaires, ils étaient excessivement emballés. Et donc, d'une demande 1, on est passé à une demande 19, et donc tout n'était pas possible au même moment. Et en mettant un cadrage et un périmètre qui est limité et qui est très clair, ça permet de dire très bien, j'entends les 18 autres demandes, mais par contre, on va se concentrer sur la première, parce que sinon, on va être beaucoup trop perdu. Et donc, Marilène m'a expliqué qu'elle trouvait ça super, qu'elle n'était pas du tout visuelle et que ça lui posait un petit souci. Et donc, Marilène, cette grande vétérinaire, a contacté Geluc, si vous connaissez, pour pallier à son manque d'imagination. Et je trouvais que c'était hyper gai de voir une personne qui était très réticente au début se dire on contacte Geluc pour avoir, c'était sur la stérilisation des chats et des chiens, ça ne s'invente pas, pour dire comme ça le public, il va penser à Geluc, il va voir le chat, il va directement identifier le message. Et donc, c'est avec de l'ouverture d'esprit et vraiment en écoutant chaque personne et en construisant ensemble, on se dit waouh, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, alors que parfois le public n'est pas forcément pour. Et puis ce découvre des trésors cachés d'imagination, de créativité et surtout de pouvoir travailler ensemble, c'est hyper chouette. Et donc également faire preuve d'humilité parce qu'on est legal designer, on est garant du cadre mais pas du contenu. Et donc ça permet à chacun de pouvoir se mettre en avant parce que chacun est détenteur de son expertise et il n'y a pas une personne qui s'y connaît mieux qu'une autre. Et c'est vraiment tout cet atelier qui va permettre de dire, voilà, moi j'ai cette vision-là, moi j'ai cette vision-là, et comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et donc, on va co-créer avec tous ces utilisateurs finaux pour aboutir à un test final avec les vrais utilisateurs, qui nous permettent également d'avoir un droit à l'erreur, puisqu'on va avoir le retour des usagers. Et donc, c'est ici qu'on se rend compte vraiment que le design va servir le droit, puisqu'un texte qui peut être plus rébarbatif, moins compréhensible. Quand on reçoit une taxe poubelle en Belgique, on a peur, on se dit qu'on va peut-être aller en prison. Et alors qu'en fait, on nous demande simplement de payer 50 € et que c'est pas très grave, c'est pas un rappel, rien n'est menaçant, personne ne va aller en prison. Mais c'est de se dire comment est-ce que je peux rendre mon message clair, empathique. Et en réalité, le design va être complémentaire par rapport au droit plutôt que de le remplacer. Et ça va servir notre expertise plutôt que de la desservir. Et donc, tout ça pour dire que cette posture et cette nouvelle méthode dans le public, ça permet de challenger notre vision qui est plus traditionnelle du droit. Donc, c'est vraiment, on applique une procédure qui est peu compréhensible en général. On a beaucoup de coups de fil en disant, tiens, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, j'ai peur, ou des usagers, en fait, qui viennent au guichet et qui n'ont même pas ouvert la lettre en disant, de toute manière, je ne vais pas comprendre. Et donc, c'est vraiment une posture administrative qui va changer, qui va permettre d'expérimenter de nouvelles méthodes parce qu'il y a le legal design, on peut faire aussi des explications vidéo. On peut également organiser des stands. Il y a énormément de choses à faire et la seule limite, en fait, c'est à la fois les ressources forcément, mais l'imagination des participants de dire si demain j'étais à la place de la personne à qui je m'adresse, quelle serait la meilleure manière de diffuser le droit. Donc, le but, c'est aussi de transformer le droit, d'expérimenter, de voir ce droit à l'erreur qui est vraiment hyper important et que chacun puisse grandir sur ses pratiques parce que dans le guide que vous allez voir, une des grosses difficultés à laquelle on s'est confronté, c'est que le texte avait été mal écrit et que c'est le ministre à la fin qui peut choisir s'il y aura des subsides et la réponse était soit oui, soit oui. Et donc ça, c'est un très gros risque. Et en réfléchissant le droit dès le départ et en pouvant analyser comment ça se passe, quel est le process, ça permet d'éviter cette typologie et d'accepter de se dire, tiens, j'ai écrit un texte, où est-ce que je me suis trompée, comment est-ce que je peux l'améliorer? Et c'est ce droit à l'erreur qui est très compliqué à apprendre, parce qu'en tant que juriste, je suis globalement assez perfectionniste et j'ai toujours très peur de me tromper, mais grâce au legal design, maintenant je vis mieux mes soucis psychologiques et ça me permet de dire ok, je me suis trompée, en fait c'est super. Comment est-ce que je peux m'améliorer pour demain et surtout avec mes collègues? Et donc, en pratique, ce fameux guide dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc c'est une démarche qui va être complètement repensée. Donc ici, on s'est mis dans la peau d'un persona qu'on appelait Monique. Donc Monique, c'est un employé d'une commune
qui a 55 ans, qui fait cette démarche urbanistique une fois tous les 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le temps d'oublier, elle a le temps d'avoir peur, elle a le temps de se tromper, et en général, elle est toute seule pour le faire, ça se passe à la dernière minute, et donc elle n'est pas dans un état d'esprit qui est serein. Et donc, on a décidé avec les équipes d'aller plus loin qu'une seule page. Donc ça, comme vous le voyez. Donc c'est d'abord avoir cette vision globale de comment introduire à la fois une perspective de développement urbain, qu'on appelle PDU, et une programmation d'action triennale opérationnelle. Donc déjà, les noms vont du réel. Donc c'est comment faire une PDU puis un PATO. Et donc, ça, c'est enfin, service public, on adore les acronymes, c'est incroyable. C'est avec le service de la DAOV, que personne ne connaît non plus, mais ça sonne bien. Et donc, la DAOV va vérifier si la PDU et le PATO ont bien été écrits comme il fallait, selon des prescrits de circulaires où il y a des erreurs, un décret qui n'est pas clair et d'autres législations complètement obscures. Donc, pour Monique, c'est un très, très bon moment qu'elle va passer à faire toute cette demande. Et donc, évidemment, on arrive au moment où PDU, PATO et DAOV sont en train de changer. Et donc, il y a la nouvelle législation, il y a l'ancienne législation, et qu'est-ce qui se passe entre deux? Donc ça, c'est une première zone de stress qu'on a identifiée. Donc pour le document, on a à chaque fois rappelé le contexte des démarches, rappelé l'objectif, donc pourquoi est-ce que Monique travaille, pourquoi est-ce qu'elle peut être fière de ce qu'elle fait, parce qu'il n'y a que elle qui le fait. On avait divisé trois grands objectifs, la PDU sert, à quoi est-ce que la PATO sert, et ensemble, à quoi est-ce que ces deux dispositifs servent, et qu'est-ce que Monique va y gagner à faire du bon travail. Et surtout, le petit point de stress, et mes dossiers en cours, c'est quoi la procédure? Donc ici, on a rappelé les différentes dates. Et évidemment, avec oups, en fait, j'ai pas tout compris. Le guide est peut-être bien, mais en fait, moi, j'ai d'autres questions qui ne sont pas dans cette première page. Et rappeler que le service est toujours disponible et à leur écoute, parce que l'objectif est ici de brasser une grande partie de la demande, mais on ne va surtout pas prendre l'expertise des simplement supprimer 80% de leurs questions habituelles pour que eux puissent avoir plus de temps, avoir un travail avec une plus grande valeur ajoutée. Et donc ici, pour passer à la toute première, c'est la perspective de développement urbain. En fait, qu'est-ce que c'est? Et même chose, on a construit le document de la même manière. Donc chaque fois, l'objectif de la page, qu'est-ce que c'est? À qui est-ce que ça s'applique? Pour quelles raisons? Et comment est-ce que je peux le faire? On a mis également les dispositions légales en fin de page pour madame qui a travaillé avec droit quotidien. C'était aussi une des bonnes pratiques qu'on a retenues, c'est mettre les dispositions légales effectivement. Mais Monique, qui n'est pas forcément juriste, n'apprécie peut-être pas de faire fouiller dans les différents codes. Ensuite, on a les grands objectifs d'une PDU, parce qu'avant d'entrer dans plus de détails, on a à quoi est-ce que ça sert et pourquoi est-ce que je travaille. Donc, c'est vraiment fait remettre l'agent au centre, ce qui va permettre à Monique d'être fière de ce qu'elle fait, de comprendre le pourquoi du comment, et justement de s'impliquer nettement plus en fait, dans son travail. Et la charte graphique, c'était celle du service, et moi j'aime bien l'orange. Donc j'étais contente. Donc tu peux passer à la suite s'il te plaît. Et donc surtout quel bénéfice pour les agents, parce que là j'ai beaucoup parlé des différents usagers qui eux ils vont mieux comprendre, ils vont être plus sécurisés, mais il y a aussi le pendant qu'il ne faut jamais oublier, c'est de l'agent qui va appliquer les décisions. Donc l'agent lui va gagner du temps, donc Monique a moins de questions, donc Monique gagne du temps et peut être plus sereine dans son travail. Elle va faire moins d'erreurs parce qu'on a identifié clairement les différentes étapes qu'elle devait faire. Alors, il y en aura toujours, mais les plus courantes seront évitées. Et c'est surtout augmenter la satisfaction à la fois de Monique, mais aussi des différents usagers. Parce que, comme je le disais au tout début, en fait, l'administration est en monopole. Et donc, c'est très important que l'usager soit satisfait. Alors, on ne parle pas de NPS pour est-ce que l'usager va revenir. Bien sûr qu'il va revenir parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, le but est vraiment de pouvoir les mettre en avant et de se dire, aujourd'hui, comment est-ce que je peux réduire le maximum de friction? Comment est-ce qu'on peut se dire, et c'était vraiment un super bon moment d'aller au guichet de l'administration, à la DAOV. J'ai été bien servie, j'ai compris tout ce qu'on m'a dit, c'est clairement ce que je dois faire. Donc, c'est vraiment un cadre qui est rassurant pour tout le monde. Et j'espère que vous partagerez cette passion du public avec moi et que tout le monde, demain, vous allez postuler pour venir travailler au service public de Wallonie. Donc, en conclusion, voilà, c'était ma petite conclusion de vive le service public
Et on innove maintenant, donc c'est très gai. Et la grosse victoire, c'est à la fois la formation que je vais pouvoir donner à tous les agents francophones, mais également, et pas des moindres, le fait que le legal design soit maintenant dans l'intranet de l'entreprise, ce qui a demandé, je pense, le plus gros travail, parce qu'on ne se rendait pas compte qu'il fallait 48 autorisations, 19 tickets et 14 décisions de directeur. Et donc, c'est vraiment le point d'orgue du legal design dans le service public. Bravo, ça donne envie de s'intéresser au pâteau. Oui, c'est bon, je pourrais le dire aux Merci. agents. Non, bravo Camille. Non, c'est vrai que c'est un beau projet. Enfin, franchement, c'est comme ça, de belles avancées et ça fait toujours plaisir de voir quand on arrive justement à ce résultat-là et à ces avancées-là. Non, c'est sûr. Monique est heureuse. Monique est très heureuse. Monique ne tombe plus en burn-out. Et je pense qu'elle tricote en pensant à son guide préféré sur les PDU pâteaux de la DAOV. C'est sûr. Faut bien prononcer les acronymes, sinon on s'embrouille. Oui, c'est sûr. Des acronymes chez toi, Mel? Pas comme ça, non. Là, j'ai pas, pas d'idée. Un peu moins fan des acronymes de notre côté, je sais pas. Mais ouais, non. Oui, donc moi, je vais enchaîner avec une autre partie. Alors, justement, on a un peu scindé. On avait fait secteur public et SIEM qui devait aussi parler un peu du legal design dans les aspects, on va dire, plus génériques. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai spécifié un peu cette partie plus, on va dire, contentieuse. Donc là, je vais aborder cette partie un peu plus sur le legal design dans le contentieux, avec premièrement, je vais expliquer un peu les bénéfices. Ensuite, je vais vous montrer un exemple concret et après, je vais vous faire partager des témoignages, retours d'expérience aussi de différents avocats qui ont mis en place legal design dans le contentieux. Donc, tout d'abord, pourquoi pratiquer le legal design dans le contentieux? C'est un point qui est très intéressant. Donc, la première chose, c'est que ça facilite la prise d'information. C'est quand même ce qui est plus important. Donc, on a des documents qui sont bien designés, bien structurés pour pouvoir justement trouver les informations importantes hyper facilement, hyper rapidement. Ça permet aussi de rendre attrayants les documents. Alors, quand je parle de rendre attrayants le document, on dit souvent, donc legal design, c'est pas qu'une histoire de couleurs picto. Faut pas se dire, voilà, mon document, je vais lui mettre de la couleur, des petits pictos par-ci par-là, et ça y est, c'est bon, ça va fonctionner. C'est vraiment tout un travail de fond et de forme derrière. Et par exemple, un document qui est pas attrayant, c'est un document qui a un paragraphe condensé, écrit tout petit, on va pas vouloir le lire. Alors que sans même toucher à la couleur et aux images, si déjà on aère, on répartit les différentes sections, on met des titres, etc., ça va donner déjà beaucoup plus de lisibilité et ça va rendre attrayant le document, justement. Un autre point, donc, c'est de se distinguer et de marquer les esprits avec justement les informations qui sont mises en avant. Et du coup, de faire gagner du temps à vous et aux magistrats, dans le sens où vous avez un document qui est structuré. Donc pour vous, quand vous allez travailler dessus, vous allez déjà avoir la structure, un modèle qui est optimisé, vous n'avez plus qu'à le remplir. Et puis, comme il est attrayant aussi, il est agréable à lire. Tu soulevais ce point la dernière fois, Ganaël, justement, que tu en avais un peu marre de te plonger dans des documents en noir et blanc, Word, écrit toujours pareil, et justement, de rendre un peu plus de peps à ces documents-là aussi, ça permet d'avoir un travail un peu plus agréable. Et du coup, ça vous fait gagner du temps là-dessus, donc vous êtes plus efficace. Et pareil pour les magistrats, ils ont un document qui est pratique et qui leur fait gagner du temps derrière, justement pour trouver les informations, pour la lecture, pour le dossier, etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important pour eux. Donc au final, si on fait le compte, les magistrats, ils ont un document qui est pratique pour eux, qui leur fait gagner du temps, donc ils sont ravis. Les clients, ils ont pareil un document qui est attrayant, qui donne envie d'être lu et les informations sont claires, sont mises en avant, donc ils sont aussi ravis. Ils peuvent se pencher plus dans leur dossier et comprendre davantage les enjeux. Et pour vous, pareil, vous êtes ravis parce que vous avez un document qui est plaisant, efficace. Enfin, vous êtes efficace dans votre travail, qui est agréable à travailler dessus. Donc au final, tout le monde est content pour ça. Maintenant, je vais vous montrer un exemple anonymisé. Donc j'ai repris un jeu de conclusion de Ganaël.
Et j'ai voulu le legal designer en prenant en compte sa charte graphique. Donc la charte graphique du cabinet sous son avocat, c'est un orange qui est très prononcé. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce orange dans l'exemple que je vais vous montrer. Donc là, c'est la partie avant et là, c'est la partie après. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un travail de mise en page. Alors pour cette partie-là, j'ai pas du tout touché au texte. Là, c'était simplement pour vous montrer un exemple de mise en page. Donc on voit sur les pages de garde qu'il y a vraiment ces deux parties différentes. Pour le rappel des faits, on a une frise chronologique, on voit la succession des différents événements qui s'enchaînent. Le rapport d'expertise, il y a des éléments qui sont pareils mis en avant dans des encadrés orange et des parties qui sont surlignées en orange plus foncé pour être encore plus mis en avant. Et pareil, par ces motifs, on voit que c'est un gros bloc orange, donc c'est aussi plus simple pour les personnes qui vont lire le document de retrouver par exemple cette partie-là qui est quand même un point assez important du document. Donc voilà, vous avez un exemple là de refonte de conclusion, mais on peut intervenir à 3 niveaux en fait sur le legal design, sur un jeu de conclusion. On peut donc faire une refonte avec une mise en page qui reste assez sobre, ou alors faire une refonte avec une mise en page et une structure, donc on revoit toute la structure, on revoit le fond, la forme, pour vraiment avoir un document qui est efficace et qui soit pratique pour les destinataires finaux, que ce soit clients ou juges. Et on peut également avoir un autre niveau d'intervention, c'est d'ajouter une page en plus. Cette fois-ci, on ne va pas toucher au document de base, donc le jeu de conclusion, on le laisse tel quel. On vient ajouter un document en plus, donc là, ça peut être un résumé des conclusions, un rappel des faits avec une frise chronologique, une carte mentale, voilà, il y a différents éléments qu'on peut rajouter, des visuels qui sont à voir en fonction de votre argumentation, de ce que vous avez besoin d'inclure dans votre jeu de conclusion. Et cette page en plus, vous pouvez la mettre en pièce annexe de votre jeu de conclusion si vous voulez vraiment séparer et garder quand même votre corps de jeu de conclusion classique. Mais ça vous permet d'avoir un élément supplémentaire, une plus-value pour votre argumentation, vos explications. Donc, je vais partager quelques retours d'expérience. Donc là, on va arriver dans une partie où je vais enchaîner pas mal il va y avoir beaucoup de textes affichés, mais c'est parce que je vais vous partager des commentaires que j'ai eus et des retours d'expérience que j'ai eus d'avocats. Donc, je vous affiche les commentaires à l'écran, mais je vais les lire en même temps. Et voilà, c'était parce que j'ai fait plusieurs posts sur justement le legal design appliqué au contentieux. Ça a fait beaucoup réagir. Il y a eu beaucoup de retours et un peu de débats aussi dessus. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous faire un peu un condensé de ce qui s'est dit. Donc déjà, par rapport à ce qui se dit, ça, je pense que vous le savez, mais c'est bien de le redire quand même, les magistrats ont trop de dossiers et souvent c'est indigeste. Et il y a des vrais enjeux à l'heure où tout va trop vite. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, ils sont surchargés, ils n'ont plus le temps. Parfois, ils survolent et ils ont vraiment besoin d'avoir des documents qui soient des outils pratiques pour eux, qui leur fassent gagner du temps. Et donc, d'un point de vue général, les retours que j'ai pu en avoir, c'est que le legal design, c'est apprécié par les magistrats et que ça tend même à devenir une norme. Quand il y a des juges qui font des retours, justement, ils disent « Ah, mais c'est super utile » et on veut en fait que ça devienne la norme, que tout le monde le fasse. Parce que j'imagine aussi que quand ils tombent sur un document, un jeu de conclusion qui est legal designé et qui passe après un jeu de conclusion qui est plus legal designé, c'est un peu plus problématique de revenir en arrière. Donc voilà, il y a vraiment une forte demande de leur part aussi sur ça. Il y a aussi de plus en plus de groupes de recherche, de réflexion qui sont pluridisciplinaires et qui se mettent en place pour trouver des solutions pour justement améliorer les écritures. Et dedans, justement, on retrouve des magistrats, des avocats, des designers aussi pour qu'il y ait vraiment ce côté pluridisciplinaire où chacun va apporter sa vision et son expertise. Et ça, c'est super intéressant et du coup, on a aussi plein d'avancées là-dessus. Ce qu'il dit aussi, c'est de mettre la forme au service du fond. Donc pareil, le but, c'est pas juste de travailler la forme pour faire quelque chose de joli, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'utile. Je vous montrerai aussi quelques exemples après et quelques idées de solutions à mettre en place en termes de visuel pour que ce soit vraiment utile pour le document. Et de trouver un juste équilibre entre lecture en diagonale et lecture détaillée
en sachant que souvent, on va avoir peut-être une première lecture qui va se faire rapidement, après une lecture où on va aller plus en profondeur, ensuite on va revenir dessus, donc pareil, une autre lecture en diagonale et en fait, il faut pouvoir, dans les 2 cas, que ce soit lecture en diagonale ou lecture où on lit tout, faire ressortir les informations et que ce soit facile et lisible de naviguer dans le document. Alors là, j'ai quelques nuances, justement, des points qui ont été soulevés, et qui font un peu, débat par rapport à ça. C'est, déjà la couleur. Là, je vais vous montrer un commentaire. Donc attention, les magistrats n'aiment pas tous la couleur dans les conclusions, surtout quand il faut s'en imprimer un vieux et que ça sort en noir et blanc. Donc là, c'est un bon point qui, est soulevé ici, c'est aussi l'impression. Il faut voir, donc en fonction de, pareil, chaque juridiction, si on est plus dans du numérique, de l'impression, comment ça va se passer et de toujours prévoir, en général, à l'impression, si, ça sort bien en noir et blanc, si les contrastes sont bons, donc si vous intégrez de la couleur ou même un peu de nuance avec, des gris. Il faut toujours vérifier que tout soit lisible, donc ça, c'est un point qui est aussi, très important. Et après, en ce qui concerne la couleur, je sais que j'ai eu des retours comme quoi, certains juges trouvaient parfois que ça pouvait être, too much ou un peu enfantin. Mais ça, je pense que ça diffère aussi, de la façon dont la couleur est utilisée. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai, montré avec, le jeu de conclusion donc qui est orange, là, j'ai repris le orange pour l'identité visuelle, du cabinet de, Ganaël. Sauf qu'il y a pas vraiment d'utilité à part, montrer que c'est l'image du cabinet. Mais dans d'autres cas, là, je travaille justement sur un jeu de conclusion où j'intègre de la couleur qui n'a rien à voir avec, l'identité du cabinet, mais qui va venir en fait avoir une utilité dans la lisibilité du document. C'est-à-dire que je vais mettre une couleur pour les parties en droit, les citations d'articles, une couleur pour les parties en l'espèce, une couleur pour la conclusion, une couleur pour, les prétentions, les demandes et en fait, il va y avoir un code couleur qui va se faire naturellement dans le document et les personnes qui lisent, juste avec les couleurs, sans même lire le texte, savent directement à quelle partie elles sont, peuvent se repérer plus facilement. Si on veut voir justement, on cherche une prétention, on sait qu'on a cet encadré de telle couleur à trouver, donc dans les pages, ça va beaucoup plus vite. Et là, en fait, il y a pas cette histoire de côté, on a mis un peu de couleur pour, voilà, donner, un peu de joie, on va dire, au document. Là, ça a vraiment une utilité, pratique pour la lisibilité, du document. Donc il y a ça aussi à penser, sachant que, je vais vous le mettre aussi en discussion, donc il y a une partie conversation dans le comment dire, que vous avez un onglet conversation et je vais vous le mettre dessus. C'est des liens en fait, du CNB sur des modèles, que des modèles d'assignation et d'actes. Hop, voilà, normalement, c'est mis dans la conversation de la réunion. Donc vous avez différents liens avec, des modèles, que le CNB a créés et dedans, vous verrez, il y a, pas mal d'utilisation de couleurs pour les titres. Bon, en termes de legal design, c'est pas poussé non plus, c'est surtout une base, on va dire. Mais au moins, vous avez, ça peut vous donner de l'inspiration et des exemples pour, voir ce que vous pouvez faire aussi et dedans, du coup, ils utilisent de la couleur. Donc après, je pense que ça dépend de vous, ce que vous souhaitez faire ou pas et de vos affinités avec, la couleur également. Un autre point, c'est le fait que ce soit nouveau aussi, donc ça a été soulevé. Par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit: Je rejoins un tel sur la surprise que cela peut parfois provoquer chez nos confrères ou clients. Toutefois, en général, passé ce moment de surprise, ils sont rapidement conquis». Donc ça, c'est vrai comme, parfois, j'entends, beaucoup d'avocats qui osent pas passer le pas, qui ont un peu peur de savoir comment ça va être reçu justement et du coup qui, sont un peu, voilà, peureux par rapport à ça. Donc il y a aussi une surprise quand, on reçoit le document, mais justement après quand on voit l'utilité que ça a derrière, c'est sûr, tout le monde est convaincu. Un autre point, c'est, adepte de mon côté également, je rejoins le commentaire d'un tel plus haut. Je n'ai aucunement l'intention de lâcher ou de revenir en arrière, mais je me sens moi aussi assez seule dans ma pratique. Donc c'est ça, ce côté où il y a, ceux qui ont passé le cap sont quand même, restent quand même un peu, seuls dans leur, dans cette pratique-là. Mais il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent et voilà, on voit, on veut vraiment pas revenir en arrière parce que ça a beaucoup d'utilité et c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, pour les clients, pour, les juges, pour le dossier, pour tout donc
Donc voilà un peu les retours. Un autre commentaire qui est intéressant, ce qui compte, c'est surtout le fond. Il y a encore pas mal de travail à faire, notamment éviter de répéter 25 fois les mêmes choses différemment, prouver ce qui est affirmé et pas juste dire ce qui est évident. Ce qui est important sur la forme, c'est d'avoir un plan apparent, un sommaire, surtout quand on arrive à pondre plus de 50 pages de conclusion. Donc voilà, là, c'est un peu des idées qui viennent de ce qui est important de faire. Je rejoins aussi beaucoup sur cette partie sommaire, ça c'est hyper intéressant. Dans le document justement que j'ai fait, donc c'était pas affiché, mais il y a aussi un sommaire. Et en fait, on peut faire un sommaire en travaillant les styles dans le corps du document. Donc on va avoir des styles de texte et ça va générer un sommaire automatique, on n'a plus qu'à le mettre à jour. Et en fait, l'intitulé des titres et les pages vont être mises à jour directement. Ça permet aussi de plus facilement naviguer dans le document puisqu'on va avoir des liens cliquables. Donc, quand on va cliquer sur des titres du sommaire, ça va arriver directement à la page concernée. Et ça, c'est super utile pour naviguer dans le document, pour s'y retrouver sans avoir à passer toutes les pages, surtout pour des gros dossiers où il y a beaucoup de pages. Et ce que je fais aussi, c'est de travailler sur les en-têtes et pieds de page. C'est-à-dire que en en-tête de page, donc pas pour la première page, mais pour les pages d'après, de discussion, de rappel de faits, etc., j'ai toujours dans l'en-tête comme un mini sommaire avec le rappel des faits, la discussion par ces motifs. Et j'ai ces éléments-là qui sont cliquables. Et donc, à n'importe quel endroit de la page, on peut naviguer aussi comme un mini sommaire justement dans le document et ça c'est vraiment vraiment utile. Donc pareil, à vous de voir aussi si vous êtes à l'aise pour paramétrer ce genre d'éléments ou de faire appel à des personnes comme moi pour vous faire un modèle. Ça aussi, je peux vous le faire. Un autre point, arrêter les effets de manche pompeux du style «la Cour ne se laissera pas abuser par» en procédure écrite, ça n'intéresse pas les magistrats. Soigner le dispositif en évitant de raconter sa vie dedans et aller à ce qu'on demande réellement au juge. D'ailleurs, il faut savoir que les dispositifs sont copiés-collés pour être intégrés au rapport du juge puis à la décision. Donc ça, c'est aussi important de prendre en compte ces parties copie-collables, on va dire. Donc de mettre des éléments qui soient objectifs et qui puissent être facilement vus par le juge pour être copié-collé aussi. Ça peut également aider pour le dossier. Un autre point, en revanche, là on peut se distinguer, je pense, c'est dans la synthèse. S'ils n'ont pas envie de tout lire, la mise en page, la chronologie des faits, la clarté des moyens soulevés. Donc là, par exemple, dans la synthèse, c'était le résumé des conclusions que je vous ai montré avant. On peut faire une page synthétique de résumé ou alors reprendre une frise chronologique des faits en mettant vraiment les faits majeurs et pareil objectifs et en faisant pareil une page annexe, pourquoi pas en plus. À vous de voir sur ce que vous avez besoin de mettre dans votre document. Donc là, je vais vous montrer quelques solutions aussi. Donc pour la frise chronologique, il y a quelqu'un qui nous dit le basique. Une frise chronologique avec les faits non contestés. Les juges détestent les faits orientés, que je laisse néanmoins dans le texte de mes écritures. Et support visuel pour les audiences de plaidoirie, communiquer en pièces pour éviter tout risque de demande de rejet. Donc ça, c'est intéressant de faire ça aussi comme ça, si vous voulez être sûr. Et elle continue en disant « J'ai remarqué que l'attention des magistrats était plus forte en audience grâce à ces visuels par rapport à une plaidoirie classique où leur attention finit par lâcher. » Donc ça permet vraiment d'avoir un support sur lequel ils vont se baser, ils vont pouvoir revenir dessus et ça aide pour la plaidoirie. Frise chrono plus synthèse des arguments. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre qui témoigne en disant quand le dossier est complexe, je crée une frise chronologique avec les infos clés dans les 2 premières colonnes et le détail dans la 3e que le juge peut s'abstenir de lire. J'ajoute une synthèse de mes arguments et des arguments adverses avant la discussion. A priori, c'est apprécié car un juge du tribunal de commerce m'a fait la remarque en indiquant que ça facilite vraiment leur travail et devrait être standardisé. Donc c'est ça, on voit vraiment, ils voient l'utilité et du coup, il y a ce côté où on veut que ça devienne la norme tellement c'est pratique et utile. Pareil, toujours prise chronologique et cette fois, il y a relation des parties également. Donc quelqu'un d'autre qui témoigne en disant « La semaine dernière encore, au tribunal de commerce de Paris, un juge particulièrement honnête nous a remercié des éléments graphiques de synthèse, prise chronologique, relations contractuelles entre multiples parties, en nous disant clairement que c'est une attente de plus en plus présente pour les juges. On n'est plus sur une manière originale de se démarquer, on se dirige gentiment vers des exigences standards du secteur. » Pareil, toujours la même chose. Une autre solution, c'est la carte mentale aussi, qui est une bonne idée.
Là, on dit une utilisation dans les conclusions complexes et faciles de la compréhension, très bien accueillie par les magistrats, souvent aussi une carte mentale, une aide précieuse pour les plaidoiries. Donc, pareil, à vous de voir en fonction de votre dossier, de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous êtes à l'aise de faire. Et là, il y a 2 autres propositions, peut-être un peu plus originales, on va dire, extraits d'un livre de terminale. Donc ça, c'est quelqu'un qui nous raconte un exemple, un dossier où une entreprise exerce son activité dans une chimie de spécialité. Quesaco, je demande 4 lignes à la R&D en précisant bien « mettez-vous à ma place » et donc celle de l'avocat et du juge. Au final, j'ai rien compris. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un livre de chimie en terminale et là, ça a été top. La R&D et l'avocat se sont demandé comment j'avais fait. Les juges ont tout de suite saisi et donc ont été mis en confiance. Donc voilà, pour cette histoire de langage clair et souvent d'explications dans les dossiers des parties qui sont complexes, de ne pas hésiter vraiment à pousser, quoi, à mettre des extraits de livres de terminale, donc de cours, à avoir pour simplifier. Il y a aussi, en fait, le but, c'est de vous dire que vous n'êtes pas bridé sur le support que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même utiliser de la vidéo, des images, voilà, vous pouvez aller très loin et de ne pas vous brider là-dedans. Le but, c'est vraiment qu'on comprenne et que ça aide dans le dossier. Et un autre exemple sur les cartes émotions. Bon, là, ça va être un long texte, attention. J'avais un dossier familial compliqué à plaider avec 12 années de procédure et 7 décisions allemandes passées. Mes objectifs, simplifier la compréhension chronologique et des ressentis émotionnels de l'enfant, du père et de la mère, et que la juge garde en tête un élément. L'enfant va objectivement beaucoup mieux depuis qu'il est chez le père, moment dedans. J'ai décidé d'utiliser des monstres d'émotions et des cartes de modération que j'ai dévoilées au fur et à mesure de ma plaidoirie et disposées sur la table. Ce format assez libre a facilité le dialogue dans le bureau du juge qui me posait des questions de clarification si besoin. Je ne sais pas si c'est lié, mais la juge nous a très globalement suivis dans nos demandes. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble les cartes émotions, ça ressemble à ça. Donc c'est assez décalé, je pense, d'avoir ça, justement, peut-être en plaidoirie ou dans des dossiers et cetera. Mais c'est voilà, pour vraiment vous montrer que là, ça avait une utilité. Ça a permis de mieux comprendre, le cheminement et par toutes les étapes émotionnelles, par lesquelles sont passés, les différents membres de la famille et qu'il y a vraiment, voilà, cette utilité-là. Donc pareil, je vous dis pas là, d'y aller et de à chaque plaidoirie de sortir ce genre de cartes, mais au moins vous avez l'idée. Enfin, le but, c'est que voilà, je vous montre un peu ce que tout le monde fait, heu et soyez inspirés pour vous mettre des outils qui vous correspondent aussi, derrière. Un autre point, c'est solutions à vie pour, les clients, parce que là, j'ai beaucoup parlé donc, de l'impact que ça a au niveau des magistrats, des juridictions, des juges, mais au niveau des clients aussi, c'est hyper utile, pour les fiches, donc d'avoir des fiches explicatives, par exemple, pour résumer des conclusions ou des fiches qui vont expliquer les procédures. Il y a quelqu'un qui nous dit: «J'ai testé sur un dossier de procédure de divorce dense et sur les conseils de mail sur le premier webinaire, une fiche de résumé qui a beaucoup plu à la cliente. On verra plus tard pour le juge, mais déjà ça permet aussi d'avoir de la clarté et d'avoir ce lien de confiance entre avocat et juge et entre avocat et client. Et justement, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit: «Avant la plaidoirie, c'est aussi très utile à la personne que l'on accompagne pour lui permettre de vraiment comprendre les enjeux, les options, les risques, les intérêts en présence et pour pouvoir valider vraiment la position que porte pour lui son avocat». Donc voilà, il y a vraiment cet intérêt-là aussi. Donc après, à vous de voir. Vous pouvez très bien proposer également les fiches, pour expliquer le dossier sans que ce soit à inclure dans le dossier de conclusion, dans le jeu de conclusion, dans les pièces annexes, mais que ce soit simplement pour le client, pour, lui expliquer justement comment ça se passe et lui donner plus de détails sur le dossier. Ou alors vous pouvez, très bien, travailler sur un document de résumé, de synthèse, des conclusions qui soient à la fois, pratiques pour, le juge et utile à la compréhension pour le client. Donc au final, si, je reprends un peu les solutions et les idées, clés de ce que j'ai pu vous montrer, le premier, c'est d'avoir un sommaire automatique et cliquable. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, qui est hyper important. Bon, certes, quand on a parfois des jeux qui sont imprimés, ça n'a pas forcément l'utilité, mais au moins le sommaire, ça permet d'avoir un plan et de se repérer sur, la structure de document. La frise chronologique des faits, ça aussi c'est important, donc de proposer un document qui soit supplémentaire, annexe, ou de bien retravailler sa chronologie des faits pour que ce soit visuel et compréhensible. Un autre élément, c'est, les parties qui doivent être
facilement copie-collable par le juge, donc de les mettre en avant et de rester objectif dedans. Je sais qu'il y en a qui font justement ce parallèle avec les arguments. Je crois que c'est pour, voilà, synthèse des arguments des deux parties. Donc, alors, synthèse des arguments des deux parties, donc ça peut être justement soit les arguments principaux, soit les prétentions, les demandes, ou voire même les deux. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça, qui reprennent sous un tableau les demandes de la partie justement la première partie, les arguments, après les pièces principales, les arguments de l'autre partie et les prétentions et demandes justement de l'autre partie pour avoir vraiment un visuel complet et mettre en parallèle ces éléments-là. Et l'autre point, c'est les schémas explications pour les parties complexes. Donc ça, pareil, libre à vous d'utiliser les outils qui vous plaisent, carte émotion ou pas, ou vidéo. Ça, je vous laisse le choix. Donc voilà, c'était surtout pour la partie contentieuse. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé le reste du legal design comme si elle n'était pas là, mais si vous avez des questions pour chacune de nous, ou même pour une partie plus générique du legal design qu'on n'a pas abordé, on sera ravis de vous répondre. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous pouvez démuter votre micro et ne pas hésiter à... Ce que je peux vous proposer de faire, c'est de clôturer la partie enregistrée pour qu'on continue à échanger en off, on va dire. Donc, je vais mettre un terme. Juste avant que tu coupes l'enregistrement, bien sûr. justement, j'ai mis, donc je le disais, j'ai mis des liens dans la conversation et quand le webinaire, donc là pour ceux qui sont sur le webinaire en replay sur YouTube, je mettrai les liens en commentaire, comme ça, Ok. pareil, qui panique, que Bonne les gens idée. ne paniquent pas. Au moins, ils auront toutes les infos. Après, oui, c'est sur le site du CNB, du Conseil national des barreaux, mais Oui, c'est vrai que c'est c'est chouette ça. d'avoir le lien pour le lien cliquable comme Ça. le sommaire. Ok, bah, merci à vous deux, merci à tous nos participants. Vous pouvez rester connectés pour prolonger l'échange. Je clôture cette partie qui sera rediffusée. Au revoir le replay.